Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo résultat et mon avis donc sur le dernier pay-per-view de NXT donc qui était NXT Takeover San Antonio, un NXT Takeover qui ne m'emballait pas plus que ça. C'est vrai que la build-up de ce pay-per-view était pas folichonne et c'est vrai que c'est rare hein, que je suis vraiment pas hypé pour un pay-per-view NXT. Ça doit bien être la première fois depuis vraiment très longtemps. Donc voilà, je vais pas perdre de temps, je vais commencer directement donc par les caractéristiques de ce pay-per-view. Donc bien évidemment le show se tenait forcément donc le 28 janvier 2017. Donc c'était à San Antonio au Texas et donc la salle c'était le Freeman Coliseum. Voilà, et donc au niveau des thèmes musicaux, donc forcément là il y en a quelques-uns. Donc on a Monster de Starset, on a Square Hammer de Ghost, on a This Light I Hold de Memphis May Fire et enfin on avait Intro 2 de NF. Donc voilà, encore une fois les thèmes de NXT étaient vraiment bons. Mention spéciale à Square Hammer que j'ai encore une fois torché comme beaucoup de thèmes de NXT, mais c'est vrai que celui-là il m'a vraiment marqué. Donc voilà. Alors pour commencer ce pay-per-view, donc l'opener de la soirée donc c'était Eric Young contre Ty Dillinger. J'ai trouvé que c'était un bon choix d'avoir mis ce match là pour ouvrir le show. De toute façon je me doutais que c'était l'un des deux matchs on va dire, où il n'y avait pas de titre en jeu qui allait ouvrir le pay-per-view. Ça me paraissait assez logique. Encore une fois Ty Dillinger s'est pris une énorme pop. Son chanten est plus over que jamais. Donc alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Donc déjà le match a duré 11 minutes, donc on va dire que j'ai pas à me plaindre. J'ai noté donc que au début du match c'était Dillinger qui avait dominé, mais suite à une intervention donc de Big Damo qui maintenant s'appelle Killian Dane ou Dale, enfin bref, j'ai du mal avec son nouveau nom, donc pour l'instant je l'appelle encore Big Damo. Donc grâce à une intervention donc de Big Damo, et bien ensuite c'est Eric Young qui a dominé une bonne partie du match. Finalement vous connaissez ce genre de construction de match. Forcément au bout d'un moment Dillinger a quand même réussi à revenir. Comme prévu, il fallait s'y attendre. Big Damo et Alexander Wolf ont voulu intervenir, hein, ça me paraissait logique, c'était assez prévisible. Euh, Dillinger s'en est plutôt bien sorti, il a réussi à les contrer tous les deux. En leur portant notamment des super kicks, enfin bref, il a vraiment réussi à bien se démerder. J'ai noté qu'à un moment, Ty Dillinger était à deux doigts de gagner, puisqu'en fait il a réussi à porter son tie breaker, donc sa prise de finition sur Eric Young. Finalement, Wolf à l'extérieur du ring en fait a mis le pied de Young sur la corde. Du coup on va dire que le match a continué. Mais finalement, donc en fait à la fin du match comment ça s'est passé? Bah en fait on avait donc Dillinger si je me souviens bien qui avait réussi à maîtriser Big Damo et Alexander Wolf à l'extérieur du ring. Il était sur l'éperon du ring en fait et on a Young qui l'a chopé en fait pour lui porter sa prise de finition. Donc en fait c'est un neckbreaker bien cool d'ailleurs, j'aime plutôt bien cette prise. Et voilà, donc victoire de Eric Young. Donc voilà, alors c'était un bon match pour lancer le show. C'est pas le meilleur match de la soirée, mais honnêtement, je vous le dis direct, hein, de toute façon je préfère vous le dire direct. Pour moi, il n'y a pas eu forcément de match de la soirée. Pour moi, presque tous les matchs se valent en termes de qualité. Mais ce match était bien cool, donc pour commencer le pay-per-view, pour moi c'était un bon choix d'avoir mis ce match là donc en opener. Et donc au niveau de la note j'ai mis 7,5 sur 10. Donc par contre on n'a pas eu d'adieu de la part de Ty Dillinger. Parce qu'on peut se souvenir notamment de Sami Zayn qui avait fait un petit peu des au revoir suite à sa défaite contre Nakamura à NXT TakeOver Dallas. Et derrière il avait fait ses débuts dans le main roster. Et c'est vrai que là on n'a pas eu on va dire d'adieu de la part de Dillinger. Donc on ne sait pas vraiment si il débutera dans le main roster ou s'il a encore quelques petites choses à faire à NXT. Ensuite, le deuxième match de la soirée, donc c'était Roderick Strong contre Andrade Cien Almas. Donc un match qui donnait quand même envie, même si c'est vrai que la build-up était vraiment pas ouf, hein. Ça se résume à une attaque de Andrade Cien Almas en backstage, donc bon, c'était quand même assez maigre. Donc alors le match a duré 12 minutes, donc c'était un tout petit peu plus long que le premier match. J'ai noté que personne n'avait vraiment dominé dans ce match, c'était vraiment à toi, à moi, il n'y a vraiment pas eu de période, que ce soit pour Strong ou bien pour Almas, c'était vraiment 50-50. J'ai noté que Strong s'était vraiment concentré sur le dos de Andrade Almas. Il avait notamment porté beaucoup de backbreakers,
D'ailleurs le dos de Almas a vraiment bien morflé. Du côté de Almas, alors lui il s'est attaqué au bras de Roderick Strong au tout début du match. Et bizarrement derrière il a arrêté, donc ça m'a assez surpris. Parce que généralement quand un catcheur commence à attaquer une partie du corps de son adversaire, on va dire qu'il se concentre on va dire sur cette partie du corps pendant tout le match. Et ce qui est assez bizarre avec Andrade Cien Almas, c'est qu'il a débuté à attaquer le bras de Strong et après il a arrêté. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Sinon donc à la fin du match, j'ai noté que Strong avait remporté le match avec un running high kick. Donc sa prise de finition. Et donc voilà, victoire de Roderick Strong sur Andrade Cien Almas. Ça me surprend pas vraiment, c'est vrai qu'Andrade Cien Almas, comme je l'avais dit dans la vidéo pronostic, depuis qu'il a débuté à NXT, ça fait quand même pchit, hein, c'est quand même un flop. Je dis pas qu'il est mauvais dans le ring, hein, c'est pas ça, mais c'est vrai que voilà, les gens, j'ai l'impression que les fans de NXT s'en foutent un petit peu de Andrade Cien Almas. Mais c'était un bon match, honnêtement. J'ai trouvé ce match légèrement meilleur que le premier d'un point de vue in-ring. Mais j'ai mis la même note en fait, puisqu'en fait, ce qui a, on va dire, à rajouter des points dans le premier match, c'est les interventions à l'extérieur du ring, les interférences, ce qui a rendu le match ce qui a rendu, on va dire, le match plus vivant. Donc en fait, au final, j'ai mis la même note pour les deux matchs, donc j'ai mis 7,5 sur 10. Ensuite, on arrive au troisième match de la soirée, donc c'était pour les NXT Tag Team Championship. Donc on avait DIY, donc les champions fraîchement couronnés hein, lors de NXT TakeOver Toronto, face aux Authors of Pain, donc dirigé par Paul Ellering. Donc le match a duré 15 minutes, donc c'est le deuxième match le plus long de la soirée. C'est un match que j'attendais honnêtement parce que je crois que je fais partie de l'un des rares qui apprécie les Authors of Pain. Attention, je ne dis pas que je suis un énorme fan non plus, mais je trouve que c'est quand même une équipe qui se débrouille plutôt bien dans leur registre. Bien sûr, c'est pas des catcheurs qui vont te faire des standing dropkicks, c'est pas des catcheurs qui vont te faire des Huracan Rana, c'est bien sûr, hein. Mais voilà, je trouve qu'ils sont bons dans ce qu'ils arrivent à faire. Sinon donc alors du coup forcément on a eu une opposition de style, DIY qui se sont quand même plutôt bien débrouillés face aux deux mastodontes. J'ai noté que les deux équipes nous avaient proposé des beaux combos, aussi bien du côté des Authors of Pain que du côté de DIY. Comme d'habitude, Johnny Gargano a servi de punching ball, de sac de frappe, et comme d'habitude il a très bien rempli ce rôle là, et comme d'habitude forcément il a réussi quand même à aller faire le tag avec Tommaso Ciampa. Néanmoins, eh bien, ça n'aura pas suffi. Alors, Ciampa et Gargano étaient à deux doigts, on va dire, de remporter le match, puisqu'en fait, ils ont porté leurs deux prises de soumission en même temps, comme ils ont fait en fait contre The Revival, ce qui leur avait d'ailleurs permis de remporter les ceintures à Toronto. Ce coup-ci, ça n'a pas suffi, puisque donc les Authors of Pain ont réussi, on va dire, à se dégager. Et derrière, on a une powerbomb sur Ciampa enchaînée donc de leur prise de finition. Donc c'est une close line enchaînée en fait du Russian leg sweep. Donc en fait, je crois qu'ils appellent ça de next chapter. Et donc voilà, victoire des Authors of Pain. Alors, je vais pas dire que je suis surpris parce que ça me paraissait pas impossible qu'ils gagnent vraiment. J'avais pronostiqué DIY parce que je voulais vraiment qu'ils aient un règne vraiment plus long. Et ce que j'ai noté, c'est que en fait, mes équipes préférées à NXT ont toutes des règnes de merde, puisqu'en fait, j'étais un énorme fan de American Alpha et également de DIY. Et voilà, les deux équipes que j'aime le plus à la WWE ont toutes les deux eu des règnes un peu ripoux du côté de NXT, donc apparemment je porte la poisse. Ce que j'ai remarqué, c'est que apparemment, du côté en tout cas de NXT, les mecs préfèrent donner des longs règnes aux équipes heel, et je pense que ça va encore une fois être le cas avec les Authors of Pain. Je pense que les Authors of Pain vont marcher sur la division par équipe pendant de nombreux mois, avant de trouver la prochaine équipe Babyface capable de les battre. Je ne sais pas du tout qui seront les prochains challengers, mais c'était quand même un bon match. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié ce match qui pour moi d'ailleurs est le meilleur match de la soirée. Donc j'ai mis la note de 8 sur 10. C'était vraiment un bon match par équipe. Alors bien sûr, on a été habitué à avoir des excellents matchs par équipe en 2016 du côté de NXT entre les American Alpha et Revival et les Revival DIY. Mais celui-là, on va dire, est quand même vraiment bon, vraiment solide. Donc voilà, j'ai mis 8 sur 10. Ensuite, on a eu une intervention de Seth Rollins. Alors ça, par contre, je m'y attendais, mais alors pas du tout.
Et là vraiment j'ai eu les frissons parce que vraiment je ne m'y attendais pas du tout. Et donc voilà, on a Rollins qui débarque à NXT et donc qui réclame bien évidemment Triple H. J'ai vraiment bien aimé. L'idée en tout cas est vraiment bonne. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est la finalité. C'est-à-dire que donc du coup, on a Triple H qui arrive donc sur le Titantron. Donc on se dit peut-être que les deux vont se rentrer dedans. Et finalement, on a Triple H qui demande à la sécurité de jarter Rollins du building. Finalement, Rollins arrive quand même à, voilà, à dégager 2-3 mecs de la sécurité, mais au bout d'un moment, voilà, on va dire qu'ils étaient beaucoup trop nombreux. Et du coup, eh bien voilà, Seth Rollins s'est fait exclure du building. Donc, alors, j'ai bien aimé l'idée était bonne. Par contre, j'ai pas aimé la finalité. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais soit fait intervenir Cassius Ono, soit fait intervenir Tommy End, l'un des deux, ou à la rigueur, tu fais intervenir Sanity qui attaque Rollins dans le dos. Voilà. Moi, j'aurais préféré que ce soit un catcher heel de préférence qui vienne, on va dire, rendre service à Triple H plutôt que la sécurité. La sécurité, j'ai vraiment pas aimé, j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. D'ailleurs, on avait des chants bullshit de la part du public. Et honnêtement, je peux les comprendre. Voilà, je pense qu'ils s'attendaient peut-être à une intervention d'un catcheur ou autre. C'est vrai que la sécurité, ça faisait vraiment un petit peu. Ouais, c'était pas ouf quoi. Voilà. Mais l'idée était quand même là, donc c'est pour ça que j'en ai parlé. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Donc c'était un Fatal 4-Way pour le NXT Women's Championship. Donc on avait Asuka, la championne, qui défendait sa ceinture contre Peyton Royce, Billie Kay et Nikki Cross. Donc c'est un match qui a duré 10 minutes, donc c'est le match le plus court de la soirée. Donc ça reste quand même pas une mauvaise durée, c'est vrai. Hein. Donc alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Donc comme il fallait s'y attendre, Royce et Kay finalement donc ne se sont pas engueulés, puisque c'est presque tout le temps le cas dans des matchs à plusieurs, quand des catcheurs on va dire s'entendent bien, font soi-disant équipe pendant une partie du match, mais dès qu'il faut faire le tomber, ça s'embrouille. Et ben là pour une fois non, elles sont vraiment restées sur la même longueur d'onde et c'est vraiment très très rare pour le souligner. Donc à noter que j'avais pronostiqué une grosse performance de Nikki Cross. L'air de rien, elle aura eu son momentum, elle aura eu on va dire son moment de gloire pendant ce match. J'aime vraiment bien Nikki Cross, elle est totalement dérangée. Là je suis en train de lire mes notes, j'ai mis que Nikki Cross était plus lunatique que Dean Ambrose. Et ouais, et encore une fois je vais me prendre des critiques, mais honnêtement Nikki Cross pour moi est plus lunatique que Dean Ambrose. Voilà. Voilà, c'est ce genre de choses que je voudrais voir de la part d'Ambrose. Elle est complètement retournée du cerveau, la meuf, mais j'aime ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai noté pour moi? Donc, le spot du match, donc c'était quand Nikki Cross s'est faite souplexer, je ne sais pas si ça se dit, je m'en fous, à travers une table. Donc, c'était près de la table des commentateurs par Peyton Royce et Billie Kay. J'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment dangereux comme move. Il suffisait que l'une des deux glisse et Nikki Cross aurait pu être paralysée. C'était vraiment très très dangereux comme spot. Mais c'était vraiment cool à voir. Sinon donc à la fin du match on avait Peyton Royce et Billie Kay donc, qui ont réussi à mettre KO Nikki Cross pour la fin du match. Qui se sont mis à deux sur Asuka. Finalement Asuka a réussi à reprendre le dessus notamment avec une double souplex en fait à un moment sur les deux. Donc ça m'a directement fait penser à la double souplex de Angle sur Orton et Mysterio à WrestleMania 22. Et derrière on a Asuka qui l'emporte avec un gros kick dans la tête de Peyton Royce. Donc c'était de la même manière je crois qu'elle avait battu Nia Jax l'année dernière. Donc voilà, conservation de Asuka. Alors j'ai plutôt bien aimé le match, même si c'est vrai que la fin je l'ai trouvé un peu trop facile. Je trouve qu'elle s'en est sortie un peu trop facilement Asuka. J'aurais bien aimé l'avoir galéré plus longtemps, mais c'était quand même un bon match. Pour moi, le résultat est pas choquant. Je voyais pas Asuka perdre sa ceinture. Donc voilà, j'ai mis 7 sur 10. Ça aurait été dans le main roster, j'aurais mis une meilleure note, mais je suis un petit peu plus sévère avec NXT puisque du côté de NXT, les catcheurs on va dire ont plus de liberté. Mais ça n'empêche quand même que c'était un bon match féminin, donc voilà. Et enfin le main event of the evening. Donc c'était forcément pour le NXT Championship. Donc on avait The Glorious Bobby Roode contre The King of Strong Style Shinsuke Nakamura.
Donc c'est le match le plus long de la soirée, il a duré 27 minutes, donc clairement c'est une très bonne durée. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors au niveau des entrées, l'entrée de Bobby Roode, alors j'ai trouvé ça, sur le coup je croyais vraiment que ça allait être très cheap et que les meufs allaient même pas avancer avec lui. Donc clairement je pensais qu'au début genre ils avaient juste mis 8 potiches près de l'entrée et qu'elles allaient même pas venir avec lui. J'allais dire qu'est-ce que c'est cette merde. Mais elles l'ont accompagné donc jusqu'au ring, donc on va dire que ça allait quand même. J'ai noté donc que Bobby Roode a apparemment ouvert son harem, le petit coquin, et que ben s'il veut m'y inviter, il n'y a pas de problème, hein. Sinon pour ce qui est donc de l'entrée de Nakamura, j'espère que vous n'êtes pas épileptique parce que là, mon dieu, l'entrée de Nakamura, elle faisait mal aux yeux. L'idée n'était pas mauvaise, même si je ne l'ai pas trouvé exceptionnelle non plus. Ouais, si vous êtes épileptique, ne regardez certainement pas l'entrée de Nakamura. J'ai quand même préféré l'entrée de Bobby Roode en mode DSK avec son peignoir, c'était quand même beaucoup plus glorious. Donc alors pour ce qui est du match en lui-même, donc j'ai noté que le début de match était vraiment très très lent, puisqu'en fait on a Bobby Roode qui vraiment faisait du mind game avec Nakamura, en faisant vraiment tout le temps casser le match. Enfin, à chaque fois il sortait à l'extérieur, il allait dans les cordes, et on voyait Nakamura qui s'énervait, et c'était vraiment assez intéressant à voir, puisque d'habitude c'est Nakamura qui énerve ses adversaires. Et là, Bobby Roode n'est pas rentré dans son jeu et c'est pour une fois c'est Nakamura qui était énervé, en tout cas frustré. J'ai noté que donc on avait vraiment eu Bobby Roode qui avait fait un très bon travail de heal pendant tout le match. C'est une chose à créditer. J'ai vraiment trouvé qu'il avait fait un très bon travail de heal. Sinon donc alors j'ai pas noté grand chose. Pourtant le match dure 27 minutes, mais c'est vrai que j'ai pas noté énormément de choses. Donc je vais revenir directement à la fin. Donc en fait à la fin du match, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait on a Nakamura qui avait fait un genre de Kinshasa à l'extérieur du ring sur Bobby Roode, et en fait en retombant sur ses genoux, on a vu qu'il s'était fait mal. Et donc en fait juste après ça, donc en fait on a Nakamura qui arrive à porter son Kinshasa sur Bobby Roode, mais n'arrive pas à capitaliser, n'arrive pas à aller faire le tomber, puisque là on voit qu'il a horriblement mal donc à ce fameux genou. Et derrière en fait donc les arbitres viennent checker Nakamura. Donc derrière Bobby Roode a le temps de récupérer. Et donc en fait on a Bobby Roode qui vient choper Nakamura. Enfin Nakamura remonte sur le ring. On a Bobby Roode qui chope Nakamura pour lui porter le Glorious DDT. Finalement Nakamura se dégage à 2. Derrière, très intelligent de la part de Bobby Roode, qui donc enchaîne avec un single leg Boston Crab, donc forcément sur le genou meurtri de Nakamura. Nakamura arrive quand même à s'en sortir, mais derrière Bobby Roode, tel un mort de faim, revient et reporte un deuxième Glorious DDT pour la victoire de Bobby Roode. Donc je suis vraiment surpris du résultat, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais vraiment pas que Nakamura allait perdre le titre aussi rapidement. Les règne de NXT Champion depuis Finn Balor, c'est vraiment pas très long. C'est vrai que Balor avait eu un règne de presque 300 jours. Et depuis là, ben, les règnes de NXT World Champion sont vraiment pas longs. Les règnes de Joe étaient pas longs. Les deux règnes de Nakamura non plus. Donc voilà, victoire de Bobby Roode. Donc c'est vrai que c'était vraiment très surprenant. A noter quand même que Bobby Roode a réussi quand même à se relever d'un Kinshasa. J'avais oublié de le noter et de le préciser. Mais donc voilà. Pour ce qui est donc de mon avis sur le match en lui-même, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Je l'ai trouvé plutôt bien construit. Il y a une certaine psychologie dans ce match. Après, est-ce que je l'ai trouvé excellent? Non. Je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé solide pour conclure ce NXT TakeOver. Mais c'était pas non plus exceptionnel, j'étais habitué à voir bien mieux comme main event. À titre de comparaison, j'ai préféré les Nakamura Joe. Pour ce qui est de la note, j'ai mis 7,5 sur 10, donc ça reste quand même une bonne note. Mais c'est vrai que, voilà, après j'en attendais pas non plus quelque chose d'incroyable de ce match. Mais je pense que ceux qui ont espéré voir l'un des matchs de l'année ont dû être assez déçus. Mais vu que c'était pas mon cas, bah, j'ai pas été déçu. Voilà, donc en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à une moyenne de 7,5 sur 10. Donc ça reste quand même une bonne note. Donc alors mon avis sur ce NXT TakeOver, qu'est-ce que j'en ai pensé?
Alors, c'est clairement pas le meilleur NXT TakeOver. Par exemple, pour moi, Toronto est largement au-dessus. Si je devais le comparer à un NXT TakeOver qui est pas trop vieux, je le comparerais à NXT TakeOver The End. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mauvais match, mais il n'y a aucun match exceptionnel. Voilà. Pour vous faire une comparaison, c'est comme NXT TakeOver The End. C'est-à-dire que, voilà, en fait, il n'y avait aucun mauvais match dans ce pay-per-view. Ils sont tous cool, bons. Voilà. Pour moi, après, il n'y a aucun excellent match. Voilà. C'est pas un mauvais pay-per-view, mais c'est vrai on a été habitué, pardon, à voir beaucoup mieux de la part de NXT. Donc voilà. Pour ce qui est pour moi donc du meilleur match de la soirée, je dirais quand même le match entre DIY et les Authors of Pain. Surpris des deux changements de titre. Enfin, Authors of Pain, on va dire un petit peu moins, mais c'est vrai que Bobby Roode, je m'attendais pas du tout. Donc je suis impatient de voir qui sera son prochain challenger. Et voilà. Bah écoutez, la vidéo est déjà terminée, donc ben voilà, je vous invite tout simplement à donner votre avis sur ce pay-per-view de NXT. Ce que vous en avez pensé, quel pour vous a été le meilleur match de la soirée, le match que vous avez le moins apprécié. Est-ce que vous aussi vous êtes surpris de la victoire de Bobby Roode, également des Authors of Pain? Est-ce que vous êtes content des résultats, déçu, content des nouveaux champions? Enfin bref, voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas donc à commenter, liker et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve, si la vidéo sort dimanche, donc on se retrouve demain ou mardi pour la vidéo résultat du Rumble. Et si la vidéo est sortie mercredi, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.